Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier vidéo sur la nouvelle section de matière portant sur la ventilation mécanique et on commence en parlant de la compliance pulmonaire. Premièrement, on va parler d'un simple ressort juste pour bien comprendre le principe. On va commencer par s'intéresser à la longueur à laquelle un ressort peut s'étirer en fonction de la force extérieure qu'on lui applique. Évidemment, si on lui applique aucune force, il va avoir aucun étirement. Donc c'est pour ça qu'ici on a un point à 0, 0. Mais si on applique une légère force dessus, il va s'étirer légèrement. Donc, petite force, petit étirement. Si on continue à appliquer une force encore plus forte, on va l'étirer davantage. C'est la même chose avec un élastique aussi. Et bon, un dernier point, si on force très très fort, on est capable de donner un grand étirement à notre ressort. On voit que la relation entre les deux variables est proportionnelle, c'est-à-dire que ça fait une droite ici. Ça, c'est la loi de Hooke en passant, à savoir que l'étirement qu'un ressort va subir va être proportionnel à la force qu'on va lui appliquer. Si on veut mettre ça en symbole, la longueur est donc proportionnelle à la force appliquée. Quand on a une proportion entre deux variables comme ça, on peut mettre une égalité, mais à condition de mettre une constante de proportionnalité. Un exemple simple que je peux vous donner, c'est parler de votre paye à la fin d'une semaine. C'est sûr que c'est proportionnel au nombre d'heures que vous avez travaillé, mais c'est pas égal. C'est pas vrai que votre paye à la fin de la semaine, vous avez travaillé 40 heures, va être juste 40 $. Il y a une constante ici qui fait le lien entre les deux, qui, dans le cas de votre salaire, ça va justement être votre taux horaire. Donc, si vous êtes payé 20 $ de l'heure, vous avez travaillé 40 heures, vous allez être payé 800 $ par exemple au bout de votre semaine. Donc ici, la proportion entre l'étirement et la force, on va l'appeler la complicité. Pourquoi la complicité? Parce que dans le fond, la longueur que vous êtes capable d'acquérir par unité de force, mieux c'est, ça veut dire que plus que le ressort est complice avec ce que vous lui imposez. Donc si vous appliquez une certaine force, la longueur va augmenter beaucoup si vous avez une bonne complicité. Et donc ça veut dire que le ressort est justement complice et facile à étirer. Un exemple d'unité pour la complicité, ce serait centimètre par newton. C'est donc le nombre de centimètres que votre ressort peut acquérir par newton que vous lui appliquez. Si on applique une force de 15 newtons sur un ressort qui possède une complicité de 2 cm par newton, ça veut dire que si vous lui appliquez 15 newtons, mais que lui, pour chaque newton, il s'étire de 2 cm, ça veut dire qu'au total, il va s'étirer de 30 cm. Faire le lien avec les poumons. Au lieu de parler d'allongement, on va parler de volume, de gain de volume. Puis au lieu de parler de force, on va parler de pression. Mais plus précisément, le volume qui nous intéresse, on va l'appeler le volume alvéolaire, qui correspond à une autre appellation pour dire le volume pulmonaire. Et la pression de laquelle on traite ici, c'est la pression sur les parois, appliquée sur les parois du poumon, qu'on va appeler la pression élastique. À cause de la proportion, on peut encore mettre l'égalité, à savoir que le volume va être égal à une constante fois la pression. Et ici, cette constante-là pour les poumons s'appelle la compliance pulmonaire. Elle correspond au volume qu'on est capable de gagner, que les alvéoles sont capables de gagner par unité de pression qu'on leur applique. Donc ici, l'unité, ça va être millilitres par centimètre d'eau. C'est l'unité standard pour la compliance. Pour faire un exemple, si la compliance d'un patient est de 60 ml par centimètre d'eau et qu'un ventilateur fournit à ses poumons 10 cm d'eau, à ce moment-là, les poumons vont se gonfler de 600 ml, 60 fois 10, étant donné qu'il y avait 60 ml pour chaque centimètre d'eau qu'on appliquait, qui était le gain de volume par chaque centimètre d'eau. En passant, si vous avez de la misère à visualiser ça avec les poumons, dites-vous que la même chose est vraie pour une balloune. Quand on souffle une balloune, ou si on applique juste au début une petite pression, on va la gonfler un peu, mais si on est capable de pousser fort, on est capable de gonfler davantage la balloune. Un exemple simplifié, vous avez le graphique volume pression ici, volume en Y, pression en X. Je vous dis que c'est la compliance de deux ballons, justement. Je vous demande laquelle est la plus facile à gonfler. La réponse, c'est la bleue. Parce que deux façons de le voir. Premièrement, pour une même pression, donc ici une certaine pression, peu importe, disons 10 cm d'eau justement, on voit que la bleue est capable de gagner plus de volume. Donc ça veut dire qu'elle se gonfle plus facilement. Une autre façon de le voir, ce serait de dire pour gagner un certain volume fixe, on voit que la ballonne, la courbe en bleu ici, a besoin d'une pression qui est moins grande. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'elle a une meilleure compliance parce qu'elle est capable de gonfler plus facilement avec une moins grande pression appliquée sur sa surface. Une grande compliance, ça signifie donc une grande facilité à gonfler. Mais juste vous dire, c'est pas vrai qu'on va toujours vouloir une grande compliance pulmonaire. Une trop grande compliance pulmonaire va pouvoir avoir des complications aussi.
Petite parenthèse comme ça, vous dire que le mot compliance, c'est un anglicisme, mais même dans certains manuels, on utilise le mot compliance. Le vrai terme français, c'est distensibilité pulmonaire. Mais moi, tout le reste de la présentation, je vais toujours utiliser le terme compliance. La réalité, par contre, c'est un peu simplifié. La droite que je vous présentais tantôt pour un poumon, c'est sûr que pour un ressort, c'est pas mal parfait. Mais les poumons, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est des tissus pas si simples. Donc, sachez qu'il y a une zone de compliance optimale. Au début, quand on commence à inspirer, la compliance est plus faible. C'est-à-dire qu'au début, c'est un peu plus difficile à respirer. Même chose quand on arrive au terme d'une inspiration, mais là, les alvéoles sont pleinement gonflés, fait qu'on arrive pas mal à la limite élastique des alvéoles. Donc, on a beau continuer, par exemple, à appliquer une pression sur ces alvéoles-là, ils ne viendront pas gagner plus de volume parce qu'ils sont pas mal gonflés à bloc, là, si on peut dire ça comme ça. En revanche, au début, c'est qu'à cause de la forme sphérique des espèces de petits alvéoles, au début, la courbure des alvéoles est tellement grande que venir augmenter le volume, ça fait changer beaucoup la courbure des alvéoles. Là, c'est très technique, si vous ne retenez pas ça, c'est pas grave. Mais ça fait qu'initialement, pour des alvéoles qui sont peu gonflés, c'est plus difficile de les gonfler. Ça, on le voit super bien avec une ballonne en passant. C'est applicable à une ballonne, ça aussi. Quand vous commencez à souffler dans une ballonne, même il y en a des fois qui étirent la ballonne avant, les premières inspirations que vous allez faire vont toujours être plus difficiles. Mais un coup que la ballonne a commencé à prendre une forme, elle devient soudainement plus facile à gonfler. On ne se rend jamais jusque-là parce que sinon elle éclaterait, mais on peut bien s'imaginer que si on essaie de continuer à souffler la ballonne jusqu'au point qu'elle est sur le bord d'éclater, elle n'accepte plus. Mais là, vous auriez à faire un effort à pousser, puis ça serait plus difficile, puis éventuellement elle éclaterait. Il faut faire attention quand on ventile un patient. Si vous voyez que cette courbe-là ici devient plate, puis qu'il n'y a plus de gain de volume pour une pression que vous appliquez, mais ça veut dire que vous ventilez avec un volume trop élevé. Parce que ou une pression trop élevée parce que le patient n'est pas capable de le prendre. Ces graphiques-là peuvent donner des indices des fois si une ventilation est optimale ou non. En ce sens-là, il va apparaître ce qu'on appelle une PEP, une pression expiratoire positive, ce qu'on appelle aussi une PEEP, à savoir que justement, vu que c'est plus difficile d'inspirer au début, bien souvent, même nous, c'est pas juste avec des ventilateurs, quand on expire, on n'attend jamais d'arriver au point où on a expiré totalement. Naturellement, le système fait en sorte qu'on réenclenche une inspiration avant d'arriver dans la zone où on continuerait, par exemple ici, là, où on aurait une perte de pression, mais on n'aurait même pas de changement de volume, ce qui veut dire que ce serait de l'énergie perdue d'une certaine façon. Parce qu'à la prochaine inspiration, il faudrait forcer avec le diaphragme pour venir bouger les alvéoles, mais sans qu'il y ait de changement de volume réel. C'est pour ça qu'il va souvent rester une petite, ce qu'on appelle la PEP, la pression expiratoire positive, avant la prochaine inspiration. Les ventilateurs sont programmés pour en mettre une, pour que ce soit confortable pour le patient, et pour toutes sortes d'autres raisons que ça, c'est vos enseignants qui vont vous les dire, mais c'est souhaitable d'avoir une petite PEP lors d'une inspiration, lors d'un cycle respiratoire comme ça. Encore là, pour continuer à dire la réalité, qu'est-ce qui change, c'est pas juste une belle ligne, c'est aussi de dire qu'à l'inspiration et à l'expiration, les courbes vont être décalées un peu. Je ne vous l'explique pas aujourd'hui, ce serait trop de détails, mais dans le prochain vidéo, je vais vous expliquer pourquoi à l'expiration et à l'inspiration, on a un petit décalage comme ça. Pour le moment, sachez-le, la courbe la plus à droite, c'est toujours l'inspiration, celle plus à gauche, c'est toujours l'expiration. Et plus loin que ça, ici, l'air sous la courbe, donc il y a des machines qui le font, mais vous autres, vous ne ferez pas ça, là, mais l'air ici, la surface entre les deux courbes représente le travail respiratoire. Donc plus cette aire-là est grande, plus ça veut dire que le patient doit travailler pour respirer. Parler rapidement des pathologies liées à la compliance pulmonaire. Une première à laquelle on peut penser, c'est l'emphysème. Ça, c'est un poumon sain avec les alvéoles. Les deux photos ont été prises au même grossissement. Malheureusement, je n'ai pas noté le grossissement, mais pour vous dire que c'est à la même échelle. Ici, on voit vraiment que les alvéoles sont petites, sont normales, sont saines. En revanche, ici, les alvéoles ont été grandement distancées. Et là, on a un problème, c'est-à-dire c'est comme si on avait pris un ressort et qu'on l'avait étiré trop, ou un vieux élastique qu'on a trop étiré. À ce moment-là, il s'étire en permanence, puis il n'est plus capable il n'y a plus d'élasticité dedans. Ici, c'est la même chose, c'est des alvéoles qui ont perdu leur élasticité, sont donc toujours en distanciation comme ça, là, sont toujours ouvertes. Et ça a un problème que, bon, comme je vous disais, ça va faire une compliance très bonne, très grande. Mais le problème, c'est que, vu que l'expiration est naturelle, l'élastique qu'on tire quand on expire, c'est-à-dire le tissu pulmonaire qui s'étire, ben c'est cet étirement-là
dans l'élastique qu'est le poumon, là, si on peut dire ça comme ça, qui va faire en sorte que le poumon va pouvoir expirer naturellement par la suite. Quelqu'un qui fait de l'emphysème a donc de la misère à expirer et il va faire ce qu'on appelle du air trapping. Il va y rester de l'air de pris dans les poumons parce que le corps n'est pas construit pour venir expirer en effort. Il est fait pour expirer juste par l'élasticité du poumon. Mais chez une personne qui fait de l'emphysème, cette élasticité-là est perdue. Donc souvent, il va avoir de la misère à expirer son air. Donc ça devient difficile. C'est ironique. Pour une compliance qui est très forte, ça devient difficile à respirer parce qu'on ne peut pas expirer. Donc, c'est pas dur à inspirer, mais on ne peut pas expirer normalement. Voici un autre scan d'une personne qui fait de l'emphysème. On voit des espèces de zones du poumon qui sont complètement... où ce qu'on voit que c'est plus foncé. Ça veut dire que les alvéoles, il n'y a plus une grande densité d'alvéoles et à ce moment-là, la radiation, ici le rayon X, fait en sorte qu'on voit juste des zones plus foncées. Une personne qui fait de l'emphysème, à ce moment-là, va donc avoir une courbe qui est au-dessus d'une personne normale parce que pour une petite variation de pression, elle va gagner facilement du volume parce que ces alvéoles sont plus très élastiques, donc sont faciles à gonfler. Mais le problème qu'on a ici, si vous regardez ici, donc pour une certaine pression, il va y avoir beaucoup de volume qui va rester pris dans les poumons. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le air trapping. Elle n'est plus capable d'expirer cet air-là, elle reste pris dans les poumons et donc c'est pas bon pour l'échange d'oxygène. En revanche, une personne qui fait de la fibrose, elle va avoir une... Ça, c'est quelqu'un que ses tissus pulmonaires sont trop fibreux, sont trop difficiles à étirer. Et à ce moment-là, on va avoir une courbe qui est en dessous de la normale. On va avoir une compliance qui est trop faible. Elle, oui, elle va expirer facilement, ça c'est sûr. C'est comme un élastique dur à étirer qu'on tire et qu'on le lâche, il va revenir, pas de problème. Mais c'est quand même, la mécanique respiratoire est difficile parce que dans ce cas-là, c'est difficile à inspirer. On voit que ça prend une grande pression ici et qu'on n'est même pas capable d'aller chercher les volumes normaux d'une personne ici qui aurait une compliance normale. Parce que bon, c'est ça, le poumon est trop rigide. Donc c'est là qui est la difficulté respiratoire. Une personne qui est asthmatique, ce qui va arriver, là, c'est des problèmes liés à la résistance. C'est plus la compliance, donc c'est pas nécessairement la pente ici du graphique qui va changer. C'est plutôt le travail respiratoire. Donc ici, comme je vous disais, vu que la surface représente le travail qu'on a à la respiration, je vais expliquer plus tard pourquoi que ça ouvre comme ça. Mais sachez que oui, un asthmatique aussi va avoir un genre d'un petit air trapping, c'est-à-dire que le volume peut rester pris. On voit les asthmatiques, souvent, ils ont les épaules gonflées, ils ont les poumons gonflés un peu, c'est parce qu'il y a de l'air qui reste pris, pour toutes sortes de raisons que je pourrais peut-être vous expliquer plus tard. Aussi, sachez que ici, vu que c'est pas la pression qui est mesurée quand on fait ces graphiques-là, c'est la pression totale, pas juste la pression des tissus pulmonaires. Et donc, à cause des résistances, on va le voir bientôt, mais ça fait que ça prend une plus grande pression pour être capable de ventiler, par exemple, un patient qui est asthmatique, mais pas pour des raisons de compliance, mais pour des questions de résistance. Donc, autrement dit, ces graphiques-là, quand on a une augmentation de pression pour un volume ici, pour gonfler un poumon d'un certain volume, mais ce n'est pas uniquement la compliance qui est le seul facteur, il y a aussi les résistances qui peuvent avoir un effet sur cette pression nécessaire-là. L'espace pleural, juste une petite parenthèse à la fin du vidéo pour vous expliquer c'est quoi l'espace pleural et son rôle un peu. Ça a un peu rapport avec tout ce qu'on parle, tout avec l'élasticité dont on parle en ce moment. Un poumon, en passant sa position d'équilibre, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment que les alvéoles sont complètement fermées, sont toutes fermées, donc ça c'est un poumon qui est à l'équilibre. Sachez que des alvéoles qui sont fermées sont extrêmement difficiles à venir réouvrir. L'effondrement des alvéoles, c'est un phénomène qu'on ne veut pas. C'est pour ça que même votre biomécanique est organisée pour aller avec ça. C'est pour ça que même quand on expire son air, on n'est pas capable de tout expirer. Le corps fait en sorte qu'il va toujours rester un volume résiduel. Puis on avait parlé dans une autre vidéo comment mesurer ce volume-là. Mais c'est volontaire parce qu'il ne faudrait pas que les alvéoles se vident de leur air complètement. Ce qui fait en sorte que le poumon, justement, maintient une position qui est un peu étirée tout le temps, c'est la cage thoracique qui, elle, est normalement ouverte. Ces deux choses-là sont soudées ensemble par ce qu'on appelle l'espace pleural, ou la cavité pleurale, ou en tout cas, il y a toutes sortes de petits termes équivalents, mais moi, je vais toujours dire espace pleural. Et c'est cette soudure-là qui fait en sorte que la cage thoracique va se comprimer un peu, et le poumon, lui, va s'étirer un peu, parce qu'on soude deux ressorts ensemble. Et c'est donc la cage thoracique qui va maintenir le poumon toujours légèrement ouvert.
Donc ici, ça c'est l'espace pleural qui est à une pression. Vu que c'est une soudure, dans le fond, c'est comme il y a une succion qui se crée là-dedans pour que les deux puissent, pour que la cage thoracique et le poumon puissent rester collés ensemble. Donc il se bâtit une pression négative là-dedans. Mais si on brise ce lien-là, mais le poumon va se dégonfler complètement. Et si par exemple votre espace pleural est percé ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle un pneumothorax. Si le scellé de l'espace pleural est compromise, à ce moment-là, vous avez un pneumothorax. J'en ai une belle photo ici. On voit que le poumon a été percé ici. Il y a quelque chose qui a traversé la cage thoracique. Je ne pourrais pas vous dire quoi. Mais on voit vraiment que la soudure qu'on a dans le poumon gauche ici, on voit vraiment que tout est bien, bien scellé ensemble. Donc la cage thoracique est parfaitement liée au poumon. Tandis qu'à droite, ça, c'est compromis. On voit à ce moment-là. Et je ne sais pas si c'est un peu dur à voir. Du premier coup d'œil, on ne le voit pas. Mais on voit que la cage thoracique du côté droit est plus grande que celle du côté gauche. On voit ici que ça arrive plus haut, puis en bas, on arrive plus bas. Donc, la cage thoracique a pris de l'expansion, parce qu'il n'y a plus le poumon qui la maintient par en dedans, et le poumon, lui, s'est complètement affaissé sur lui-même. Donc, ça, c'est une situation qui n'est pas très, très bonne. En fait, qui peut être mortelle. Il faut régler ça rapidement. Imaginez que vous l'avez ces deux côtés, ça veut dire que vous n'êtes plus capable de respirer du tout normalement. Parce qu'en abaissant votre diaphragme, il ne se passe rien, là, autrement dit. C'est juste cet espace-là qui prend plus de place, puis est connecté à l'extérieur, donc il ne se passe absolument rien. C'était tout pour ce premier vidéo-là qui parlait de la compliance pulmonaire. Donc les prochaines vidéos, on va utiliser la compliance et la résistance pour vraiment tout définir la mécanique ventilatoire et éventuellement les techniques on va voir une technique de ventilation mécanique. Merci.